21 février 2020. Je passé proche de me tromper en disant 2019. 21 février 2020. Bienvenue à cette autre édition du balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Francis Jeté. Et je dois dire, Francis, ce balado-là a failli, ne jamais avoir lieu, ou bien on a failli commencer en retard parce que on se retrouve dans nos grands studios, tout nouveau studio de balado-diffusion ici à RDS. Et c'est très... On est proche, hein? Une chance qu'on est de bons amis. Ouais, c'est cosy. Ouais, pour ceux qui nous écoutent en balado, on avait un bureau, je vous dirais, de peut-être 8 pieds. Et là, 8 pieds est devenu 5 pieds. Et je me sens très proche de toi. On est dans un garde-robe. Également pour ceux qui nous écoutent, donc soit sur iHeart, soit sur iTunes, Spotify, vous ne réalisez pas à quel point Francis a un beau visage présentement. C'est un peu comme s'il s'était fait maquiller pour l'occasion. Un peu. Un peu beaucoup. Un peu. Comment ça va, Francis? Ben moi, tu sais, habituellement, je fais de la web diffusion à l'UQAM pour les matchs de basketball. Puis là, tu sais, c'est tout nouveau qu'on est en cam. Fait que là, je commence à devenir une vedette parce que je suis en cam ici, puis je suis en cam à l'UQAM. Fait que là, c'est pour ça, maintenant, je demande tout le temps à être maquillé. Et puis écoute, ici, à RDS, je vous dirais, dans tous ceux qui travaillent sur le basketball, je suis le plus petit à 5 et 11 et 3 quarts, je dois dire. Ouais, dans le broadcast basket. Ouais. Pas de Max Boudreau, pas de Max Paulus, pas de William Archambault, même pas de Mathieu Jolivet. Donc, c'est la seule fois présentement où je me sens grand à côté de quelqu'un ici à RDS par rapport au basket. Merci beaucoup d'être mon co-animateur de toujours, mon cher Francis. Oui, puis ceux qui nous écoutent, peut-être vous ne saviez pas que j'étais petit parce que moi, je me souviens, à l'époque où j'avais le site Jet Set Basket, quand je callais des meetings pour développer des partenariats ou quoi que ce soit, tout le monde s'attendait à avoir un grand bonhomme de basket. Puis là, j'arrivais du haut de mes 5 pieds 7 et tout le monde était un peu surpris. Donc, écoute, voilà. 5 pieds 7, mais tellement de talent sur un parquet. Hein? Si seulement tu avais mesuré 6 et 7, là, je pense que tu aurais sûrement joué NCAA, peut-être même NBA, hein? On ne sait pas faire ça. On sait pas. On ne saura jamais. Trêve de plaisanterie, on va aller rejoindre un joueur qui, lui, a joué dans la NCAA, notre collègue William Archambault. Comment ça va, William? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien. Écoute, William, on va évidemment revenir sur le match des étoiles que tu as eu la chance de décrire, notamment le week-end dernier, et peut-être revenir un peu sur le concours d'habileté et le fameux concours de dunk qui a fait jaser énormément. Tout d'abord, si on parlait peut-être du match des étoiles, et on reviendra sur les dunks, qu'est-ce que tu retiens du fameux match des étoiles, William? Est-ce que tu as aimé la nouvelle formule qu'on a utilisée cette année? Moi, je te dirais, j'appréhendais un peu le type de format qu'on allait voir, surtout avec le fait que c'était principalement, on a décidé de changer ça vraiment à l'honneur de Kobe Bryant. On a décidé de changer le format aussi pour rendre ça un peu plus intéressant à cause du manque de compétition. Moi, quand il y a du changement, surtout pour ce type d'événement-là, un événement que ça fait quand même plusieurs décennies qu'on a, et le fait qu'on a des règles de basket, ça fait 100 ans qu'on utilise et qu'on suit, je suis un peu réticent par rapport à ça. Mais j'ai été agréablement surpris de la façon que les joueurs ont compétitionné et agréablement surpris des résultats aussi. Oui, et puis Will, l'autre affaire, là, c'est que quand, tu sais, moi aussi, j'étais vraiment pas certain du format. Ouais. Puis l'autre élément, là, c'était que les règles étaient tellement compliquées. Tu sais, ils ont passé à l'écran là, avant le début du match, puis il y avait tellement de règlements qu'on n'avait même pas le temps de lire tous les règlements. C'était très complexe, puis là, c'est un peu abstrait jusqu'à temps qu'on rentre dedans. Mais effectivement, qu'une fois rentré dans le match des étoiles, puis là, on a vu à quel point c'était intéressant parce que là, les fins de quart, ils devenaient serrés. On jouait ça quasiment comme un fin de match. Donc, tu sais, ça amenait quelque chose de vraiment intéressant par rapport à ça. Puis, l'autre chose que j'ai vraiment apprécié, bien, le format de 24 points à la fin. Ah oui. Bien, le rythme, le tempo était écœurant. Puis, tu sais, ça a fait un petit peu comme tous les autres matchs des étoiles. Tu sais, le premier quart, c'était un peu plus... tout le monde était un peu plus frais. On voulait... On avait du plaisir. Puis là, tranquillement, pas vite, l'aspect compétitif est embarqué. Et là, je pense qu'on voulait rendre hommage à Kobe Bryant avec le chiffre de 24 points à la fin. Et je pense qu'on a rendu hommage à Kobe Bryant, surtout avec l'intensité qu'il y avait sur le parquet. Ces joueurs-là qui ont vraiment donné un beau spectacle.
Oui, William, vas-y. Non, j'allais juste dire, puis le désir de gagner là, des gars, là, tu vois, c'était compétitif à côté, puis on avait des gars comme Kyle Lowry qui prenaient des charges Ouais. à plusieurs reprises. Là. Fait que c'est rare qu'on voit des joueurs transpirer de cette façon-là et être essoufflés, surtout dans un match des étoiles. Mais tu sais, le format, ça a été bien. Moi, je pense qu'on peut le simplifier. Là, faire de 1 à 3, les quarts de 1 à 3, ça devrait être des quarts normaux. Qui est rendu au 4e quart, ben là, on peut mettre en place le style de jeu Elam, comme on a fait pour le match des étoiles. Moi, je ne dis pas que la saison régulière devrait être même dans la NBA, mais on pourrait peut-être essayer ça dans le G-League à un moment donné ou essayer ça dans la WNBA, ça pourrait être bon. Juste pour voir, tu sais, quel genre de compétition qu'on pourrait avoir du côté des deux équipes. Là. Ça peut changer à la donne, puis ça peut être intéressant. Oui, mais ce que je voulais dire, dans le fond, je suis d'accord avec toi, Francis. Le début du match, en fait, je suis pas d'accord du tout, finalement, avec toi, je pense à ça. En ce sens que le match des étoiles et le rythme du match des étoiles, ça dépend qui est sur le terrain. Ouais. Souviens-toi du premier quart. Kawhi Leonard, pour lui, disons qu'il n'allait pas avec la main morte. Giannis Antetokounmpo, pour lui, écoute, il jouait de la défense dès la première seconde qu'il est arrivé sur le terrain. Donc, ça dépend toujours quels sont les athlètes qui sont sur le court. Et si c'est des athlètes qui sont intenses, qui veulent gagner absolument, ben ça donne un premier quart comme ça donnait où Kawhi Leonard ne ratait absolument rien et où Giannis jouait de l'excellente défense également. Ouais. Si on se concentre peut-être, messieurs, sur le 4e quart. Pour moi, le 4e quart a été certainement le meilleur quart De l'histoire. Ouais, tout à fait. de l'histoire. Assurément. Et sur Twitter, il y avait un journaliste dont le nom m'échappe. Il dit, écoutez, c'est le greatest pick-up game ever. Et là, ça me fait penser aux entraînements de l'équipe américaine à Barcelone du Dream Team en 1992. C'est drôle. Et là, je me disais, si seulement, oui, parce qu'on a eu des images, mais si seulement on avait pu être là et voir vraiment à quoi ça ressemblait exactement. Au 4e quart, là, pour moi, c'était un match de séries éliminatoires entre les plus grandes vedettes de l'NBA. C'est drôle, Alex, parce qu'on ne s'est pas parlé du tout. On savait qu'on allait aborder ce sujet-là, mais j'avais la même analogie en tête, moi aussi, de parler du fameux match intra-équipe de la Dream Team en 92, qui est comme le meilleur match qu'on a jamais pu assister. Et j'avais exactement la même analogie. Puis moi, j'ai tweeté pendant le match des étoiles, j'ai dit, OK, moi, je pense qu'on peut vendre toutes les équipes puis garder ces deux équipes-là qui vont se promener, qui vont faire un peu comme les Harlem Globetrotters, puis on fait juste aller regarder ça. Les billets vont être plus chers, mais tabarnouche qu'on aurait du beau basket. Puis là, t'as assez de vedettes de talent dans la NBA pour aller rester des joueurs puis tout le temps garder ça comme écœurant. Je ne pense pas que ça arrive. Je pense pas que ça arrive, mais toi. ça serait écœurant. Et William, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce 4e quart-là qui a été complètement fou? Tu en as parlé, Kyle Lowry qui prend 2 charges offensives. Kyle Lowry qui a été le premier joueur de l'histoire à prendre un charge dans un match des étoiles. C'est complètement fou, là. Mais il y a quelques joueurs qui n'ont... Si Kyle était là, Trae Young, lui, n'a pas joué du 4e quart. Qu'est-ce que tu as pensé du 4e quart d'une part, mais de l'utilisation qu'a fait Nick Nurse de son banc? Il est pratiquement pas allé à son banc, à part pour faire jouer Kyle Lowry tout le 4e quart. Oui, mais je te dirais que c'était la stratégie de l'entraîneur. Là. Il voulait garder les joueurs probablement qui pensaient qu'ils allaient performer à un haut niveau puis qu'ils allaient se donner à 100 %. On sait que Kyle Lowry, c'est un compétiteur qu'on a presque jamais vu en ce moment, surtout dans la Ligue, surtout rendu à son âge. Là. C'est un gars qui arrête jamais. Puis le fait de l'avoir sur le terrain, en plus se faire coacher par son propre entraîneur, être avec Pascal Siakam, son coéquipier, puis étant un vétéran, je pense que c'était nécessaire de l'avoir sur le terrain. Tu sais, les jeunes comme Trae Young, Luka Doncic, des joueurs qui c'était la première fois qu'ils étaient dans le match des étoiles, les autres qui étaient plus starstruck, là, qui étaient plus genre « Oh wow, je suis vraiment là, j'étais à un match des étoiles, je trouve ça vraiment cool ». Peut-être que l'intensité n'aurait pas été aussi au niveau de Kyle Lowry, par exemple, ou Chris Paul. Puis aussi, peut-être qu'il y aurait eu un peu de jitters. Peut-être qu'on aurait été un peu nerveux sur le terrain, qu'on aurait fait un peu plus d'erreurs qu'un vétéran comme Chris Paul ou Kyle Lowry aurait fait sur le terrain. L'autre élément, c'est toute la notion du 24 points qui vient changer un peu la stratégie de l'entraîneur parce que tu n'as aucune idée combien de temps ça peut prendre aller chercher 24 points. Donc, c'est pas comme si tu avais une période de temps que là, tu sais que tu vas t'asseoir quelques joueurs pour les relaxer parce que tu as encore du temps. Il y a cet aspect-là aussi qui rend la chose intéressante. Seule chose qui est moins intéressante du 24 points, c'est que ça s'est terminé sur un free throw. C'est des choses qui arrivent. C'est sûr que ça allait arriver de même. On n'arrêtait pas d'en parler en
non. Ouais. Faut pas dire, faut pas que ça se finisse avec un lancer franc. Faut pas que ça se finisse avec un lancer franc. Mais à un moment donné, quand t'es agressif comme ça en fin de match, puis aussi t'es à la limite en termes de faute que tu peux donner, ben, il faut avoir une faute, puis ça va être des lancers francs, puis ça va se terminer comme ça. Puis il y a des gens qui disaient, ben, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre une règle. Quand il y a une faute, ben la balle va sur le côté, puis il faut absolument tirer un panier, mais à un moment donné, ça va jamais s'arrêter. La personne va juste fauter, puis la game peut s'éterniser pour toujours. Là. Fait que c'est des choses qui arrivent, mais ça fait partie de la game. Là. Puis l'autre chose que j'aimerais avoir votre opinion, LeBron James en fin de match, là, il a tenté le tir presque du logo pour mettre fin à ça. Tout le monde aurait adoré que ça arrive, mais l'autre possession par la suite, tu sais, on a ouvert le spacing. LeBron qui avait la balle, puis qui a comme pas attaqué, il a décidé de faire une passe, puis là, c'est là que ça s'est terminé sur la faute. Tu sais. À quel point on aurait aimé voir LeBron comme finir ça avec un gros dunk, puis qu'il l'a pas fait. Ah, mais Will, est-ce que tu as déjà vu Peter et Francis dans la même pièce? Parce que j'ai l'impression que Francis et Peter sont devenus une seule personne. Peter nous en parle souvent, comme quoi LeBron choisit toujours de faire le bon jeu de basket plutôt que d'y aller avec le tir de la victoire. Ouais. Mais essentiellement, si LeBron donne le ballon et que son équipe gagne, il n'y a personne qui en parle. Ouais. Ben non, je sais. LeBron, je te dirais, il prend les bonnes décisions habituellement. Dans des cas où est-ce qu'il est un peu trop... on peut jamais dire qu'il est égoïste sur le terrain. Des fois, il passe trop le ballon. Ça, c'est vrai. Sauf que dans ce cas-ci, on avait quand même Anthony Davis qui était disponible, qui pourrait prendre la balle, puis c'est un excellent joueur, puis qui peut réussir en fin de match. Ouais. LeBron, il avait tenté son tir. Il a tenté son tir de 3 points, de 4 points, de 5 points. Il l'a pas réussi. Il a donné la chance à quelqu'un d'autre qui pensait qu'il allait possiblement avoir... la chance de réussir son tir ou des tirs dans ses frappes. C'est exactement ça qui est arrivé, puis ils ont gagné. Mais oui, tu sais, j'aurais bien aimé de voir un LeBron agressif qui termine avec un dunk, qui aurait gagné l'MVP. Ça aurait été fou. Ça l'aurait solidifié encore plus. Sa renommée, là. Mais c'est des choses qui arrivent. Là, en général, LeBron a quand même très bien joué dans cette partie-là. Puis avez-vous vu sur les médias sociaux, il y a la fameuse photo qu'on a LeBron avec le ballon justement sur cette possession-là. Puis que là, tous les joueurs, toutes les vedettes puis les joueurs en arrière sont là avec leur cellulaire puis ils attendent que LeBron fasse quelque chose. Puis finalement, il fait de la passe. William, il reste environ 5 minutes avec toi. J'aimerais également avoir ton opinion sur le concours de dunk qui a été encore une fois là, probablement un des 3 meilleurs depuis le fameux concours de dunk de 1988. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui pensent qu'on a eu droit à un vol et qu'Aaron Gordon aurait dû remporter ce fameux concours de dunk-là? Essaye-toi de sauter par-dessus un gars de 7 pieds 5. Hey, Will, honnêtement, essaye de sauter même par-dessus Francis. Moi, là, quand j'étais au secondaire, je saute. Secondaire, cégep, université, je sautais quand même très, très haut. Là. Puis j'avais un de mes co-chambeurs au secondaire qui s'appelle Xavier Baribeau, qui mesure 5 et 8, qui joue à l'Université Laval. À Laval, ouais. Puis je sautais par-dessus lui. Puis je me trouvais cool. Et puis je me trouvais hot, puis je sautais haut. Hey, c'est bol, quand tu sautes par-dessus un gars de 7 pieds 5, tu sautes haut, puis pas à peu près. Hey, puis il l'a clairé solide. Hein? Quand on regardait, les reprises d'en haut, là, en fait, Taco Fall, il a vraiment pris le fall, justement. Il a vraiment baissé beaucoup. Mais c'est pas parce que l'autre l'a accroché, c'est parce qu'il a eu peur. C'est parce que dans les reprises d'en haut avec la caméra, on voyait que c'était très, très clair. Puis l'autre, ça m'amène à vous parler d'un point. Là. Il y a juste ça que moi, j'ai pas aimé de ce concours de dunk-là. C'est à quel point tous les setups pour les dunks, ça partait d'un ballon dans le cou puis qu'on jumpait par-dessus. Tu sais, c'est comme... Un moment donné, je trouve que ça c'est comme dans le temps, là, dans les années début 2000, là, il y avait des props. Fait que tout le monde amenait des accessoires. Des voitures. Un auto. On avait 2 paniers de basket avec Dwight Howard. Fait que dans ce temps-là, c'était les accessoires. Là, ça donne qu'on saute par-dessus les gens. Puis dans quelques années, ça va être je sais pas quoi. Il va y avoir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais en général, pour répondre à ta question, Alex, moi, je pense vraiment que ça a été un des meilleurs concours de dunk de tous les temps. Aaron Gordon a fait un excellent travail. Puis en plus, il y avait quoi? Toutes des 50 avant son dernier score. Puis il aurait dû avoir un 50 là-dessus. Puis comme il a dit, hey, j'ai eu des 50 partout. C'est moi là, qui aurais dû gagner le concours de dunk. Ça fait quand même plusieurs fois qu'il se fait voler dans cette compétition-là. Je pense aussi qu'il aurait dû gagner contre Zach LaVine dans le temps. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en général, là, quand on regarde le concours de dunk, puis les résultats qu'on a vus. Puis en plus, ce qui était le fun, là, c'est qu'il n'y a pas eu de gros dunk manqués. C'est arrivé 1 ou 2 fois où est-ce que des gars qui ont manqué un dunk, mais après ça, on s'est rattrapé vraiment rapidement.
Tu sais, Pat Connaughton, là, son dunk était quand même très solide. La première fois qu'on l'a vu, quand il a sauté par-dessus le gars puis il a tapé le backboard, on a fait, OK, c'est quoi ce C'est la première dunk-là? fois qu'on voyait ça, là. Mais au début, on ne savait même pas qu'il avait touché la planche arrière. Ça s'est passé tellement vite, là. On s'est dit, OK, il a sauté par-dessus, félicitations. Mais après ça, on a vu la reprise. Il a touché la planche arrière puis il a dunké. Dans le temps là, des années 80, les joueurs, là, il arrivait au panier, il sautait, il touchait le panier, puis il dunkait. Il sautait pas par-dessus quelqu'un, puis les gens capotaient. Là, on saute par-dessus quelqu'un, on touche la planche arrière, puis on dunk. C'est quand même très bon. Fait que moi, je pense que lui, c'est quand même peut-être volé à un moment donné dans tout ça. Ouais, il a été très bon. Et je pense que tout le monde, justement, a été très bon. Et moi, s'il y a un point, j'ai hâte de voir si on peut faire en sorte que le système de pointage change un peu. Pour moi, tu rates un dunk, tu peux pas avoir 50. Est-ce que c'est le temps d'avoir des points 5? Est-ce que tu baisses de 0.5 chaque fois que tu rates un dunk? Mais pour moi, de la façon que ça s'est terminé, je comprends pas pourquoi Aaron Gordon n'a pas eu un 50 sur son dernier dunk. Puis à la limite, mettons, Aaron Gordon aurait pu ne pas gagner parce que, tu sais, il y a eu des dunks, il y a eu un dunk qui n'a pas eu un 50, puis que là, tu sais, Jones Jr., il aurait dû, lui, gagner. Mais là, c'est ça le problème, c'est la manière qu'on attribue les points. Puis je sais pas si vous avez déjà participé à un concours de dunk comme juge. Moi, je l'ai fait. Puis, tu sais, on dirait que tu as de la pression de mettre soit un 9 ou un 10. Tu peux pas vraiment aller en dessous de ça, sauf s'il a manqué ses trois essais, tu sais. Donc, je pense qu'il faut vraiment revoir la manière qu'on attribue le pointage, puis qu'il y ait vraiment des éléments techniques, vraiment un peu comme du patinage artistique, puis vraiment que ça soit plus clair pour qu'on évite ces genres de situations-là. Parce que si vous avez regardé en avant-match de l'événement, il y avait tout le reportage par rapport à la controverse du dunk de 88 à Chicago avec MJ puis Dominic Wilkins. Puis là, c'est un peu la même chose qui s'est reproduit encore une fois à Chicago. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui revient. Puis, c'est pas nouveau là, que les juges donnent des 50 vraiment rapidement. Donc, un 50, là, ça devrait être un ou deux dunks dans la session, mais pas à chaque dunk, à chaque dunker quasiment qui sont capables d'aller chercher des 50, ça fait aucun sens. Avec tout ça, à un moment donné, ça commence à être lourd. Là. Le week-end, c'est un week-end qui est supposé être là pour le fun. Les gens ont du fun, les athlètes ont du fun, les partisans trouvent ça intéressant de voir les gars dunker. On peut aller vraiment profondément et commencer à dire, regarde, les juges ne doivent pas être associés aux joueurs qui dunkent parce qu'il va y avoir du favoritisme. Parce que là, les gens ils disaient ça. Dwayne Wade, c'est un gars de Miami. Il a voté pour Derrick Jones. C'est peut-être à cause de lui-même que finalement, Aaron Gordon n'a pas gagné. Il y avait une entente entre les juges pour que les gars ils finissent en taille à la fin, en égalité. Puis là, finalement, on l'a pas fait. C'est peut-être Dwayne Wade, la personne qui n'a pas fait ce qu'il était supposé faire. Fait que, à un moment donné, là, ça commence à être bien trop compliqué, bien trop lourd. Moi, je pense que oui, on met une coupe de règles, mais on laisse les gars faire ce qu'il faut, puis on a tout du fun, on a tout du plaisir à regarder ça, puis ça finit là, puis les gars, ils ont un break, là, ça, la saison continue. William Archambault, un gros merci encore pour ton temps. On doit te laisser aller parce que notre prochain invité, c'est une personne, je pense, que tu connais bien. Une certaine Marie-Laurence, hein? Je pense. Son nom de famille, c'est Archambault. Oui, exactement. Tu diras salut. Elle est probablement en train d'écouter l'entrevue en ce moment. Fait que Marie, ça va bien. J'espère que tu vas bien à New York. Puis t'aimes bien tout ce que tu fais. Puis tu as profité à un bon moment au match des étoiles. Parfait. On perd le message s'il n'a pas entendu. Un gros merci encore une fois, William. Excellent. Bye-bye, les boys. Bye-bye. Ciao, Will. Donc oui, le fameux concours de dunk, j'ai hâte de voir si on va changer justement la façon de donner les notes. Je trouve qu'on donne des 50 un peu comme des bonbons. Tu voulais nous parler un peu de mode. De mode? De mode basketball. En fait, l'événement était à Chicago. Hein? Moi, je suis un grand fan de MJ. On en parle souvent dans le podcast, toute l'équipe. Puis, Chicago, c'est une ville qu'on aime beaucoup parce qu'on est des amateurs des pop aussi. On aime Kanye West, entre autres. On aime Chance the Rapper. Donc, c'est vraiment un bel événement. Puis, je pense qu'on l'a vraiment vu, on l'a vraiment senti à même les célébrations entourant le match des étoiles. Et c'est pour ça, habituellement, c'est toi qui portes un chandail spécial. Aujourd'hui, c'est moi. C'est un souvenir de ma sœur qui a été à Chicago. J'ai pas encore eu la chance d'aller à Chicago. Ma soeur a été, elle m'a amené
un beau chandail du Jordan Brand, une édition spéciale Chicago, donc un chandail qui se vend uniquement au magasin Jordan à Chicago. Donc, c'est un souvenir de ma sœur. Et l'autre élément, pourquoi c'est intéressant, c'est parce qu'aujourd'hui, on reçoit la sœur de Will Archambault qui est présentement au téléphone avec nous. Donc, on va jaser avec Marie-Laurence Archambault. Marie, ça va bien? Salut! Alors, Ça va, Yves? ça va bien, merci. Écoute, je pense que tu n'as pas eu la chance de nous entendre, mais sache que ton frère William était avec nous il y a quelques secondes à peine Ouais. et il te souhaite évidemment que tu as passé du bon temps au match des étoiles et il te salue. Alors voilà, le message est fait. Merci, Will. Marie, aujourd'hui, on a la chance de te parler parce qu'on fait une émission spéciale sur le match des étoiles et il y avait un élément intéressant par rapport au match des étoiles, c'est qu'on avait 2 Québécois qui étaient là avec la NBA Academy, qui étaient là avec les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes joueurs qui étaient à Chicago pour une autre sorte de match des étoiles pour les futures étoiles de la NBA. Et toi, tu étais là, tu avais la chance d'être là parce que tu travailles pour NBA Academy. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'était quoi l'ambiance puis comment c'était là-bas pour nos 2 Québécois, Omax puis Bénédicte Mathurin? Ouais, ben moi j'étais là en fait que, comme tu as dit, je travaillais pour la NBA dans le département International Basketball Operations. Oui. Fait que nous, on s'occupe de plusieurs événements au cours de l'année, dont Basketball Without Borders, qui est en partenariat avec FIBA. Nos gars, donc Ben et Omax, eux, ils sont basés à la NBA Academy en Amérique latine. Et bon, comme ça, ils viennent du Québec, de Montréal. So, moi, ben, je suis toujours super contente de passer du temps avec eux. On était donc à Montréal. Ensuite, on était au G League Showcase. Après ça, je les ai vus récemment aussi quand on est allé au NBA Academy Women's Program au Mexique. Puis là, après ça, je les ai revus justement pour le All-Star Weekend pour Basketball Without Borders Global. Donc, moi, je suis toujours super contente de les voir, surtout les voir évoluer sur le terrain et à l'extérieur du terrain. Et pour eux, justement, d'avoir la chance de vivre ça et d'être au match des étoiles. Parle-moi un peu de ce que tu as ressenti. Est-ce que tu as vu une certaine lueur dans leurs yeux? Est-ce que tu as senti que le rêve était presque accessible pour lui, là, pour eux? Oui, ben, tu sais, ils sont quand même exposés beaucoup à la NBA puis à tout ce genre de monde-là. Tu sais, comme au G League Showcase, il y avait Lugans qui était là, il y avait d'autres joueurs aussi. Mais évidemment, tu sais, de pouvoir avoir Pascal Siakam, Laurie McCartan, il y avait Taco Fall qui était là aussi, qui sont venus en gymnase. Évidemment, c'était quand même une belle expérience. Ouais, fait que c'est vraiment, c'est sûr que c'est vraiment bon pour des jeunes entre 17 et 18 ans de voir des joueurs de la NBA, surtout des joueurs qui leur ressemblent ou qui viennent qui parlent le même langage, c'est aussi vraiment cool. Oui, tu parles de joueurs qui leur ressemblent, puis tu parles du même langage. Mais tu parles, entre autres, de notre bon ami Pascal Siakam, qui était là avec ces joueurs-là dans le même gym pendant cet événement-là. Puis je pense que tu as eu la chance d'assister à une petite anecdote intéressante par rapport à Pascal Siakam puis Omax, qui se font un peu comparer des fois. Oui, bien c'est ça, tu sais, j'étais avec Omax, puis on se parlait, puis il me dit « Ah, ouais... Pascal Siakam, je l'admire. Souvent, les gens nous comparent. Puis j'ai demandé est-ce que tu veux le rencontrer. Puis il dit absolument. Fait que Pascal était vraiment cool. Il a pu parler avec Omax pendant comme 3 minutes. Il a été vraiment chanceux. Puis c'était le fun de voir justement comme la connexion du fait que Pascal, il joue pour Toronto, il parle français. Puis après ça, il y a Omax qui se fait comparer à lui. Puis qu'il vient de Montréal. Fait que c'était vraiment le fun. Puis il a même pu prendre une photo avec sa sœur après. Fait que je pense que c'était une belle expérience pour eux. C'est vraiment une émission spéciale frères et sœurs. Moi, le T-shirt de ma sœur, toi et Will sur le même podcast, puis on a une anecdote frères et sœurs pour Omax et sa sœur avec Pascal Siakam. Et ce qui était vraiment plaisant pour Omax, il a même eu la chance de parler avec Taco Fall, entre autres, et il a dit qu'il avait été ému, justement, encore une fois, d'avoir la chance de parler en français. Marie-Laurence, tu parlais de sa rencontre avec Pascal Siakam. Il y a une clip qui est sur Twitter et c'est drôle parce que, justement, Omax dit à Siakam, écoute, tu joues pour les Raptors et là, il y a souvent des gens qui te comparent à moi, en fait, qui me comparent à toi. Et là, tu vois Siakam qui dit, ben si c'est vrai, d'une part, on va voir à quel point tu es bon sur un terrain avant d'avoir
comparaison du genre, Ouais. je vais attendre de pouvoir te voir sur le terrain. Puis l'autre chose qu'a dit Siakam, qui était un peu plus inspirant après l'avoir un peu écœuré, c'est que dans le fond, il a la chance de devenir la personne qui veut. Tu sais, il a dit, moi, je n'étais pas connu, il n'y a pas personne qui me connaissait. Puis il dit, j'ai mis les efforts, j'ai travaillé fort, puis je suis devenu Pascal Siakam. Puis il dit, toi, tu es au max là, présentement. Puis si tu mets l'effort puis le travail, tu peux devenir qui tu veux. Tu sais, il peut devenir son propre joueur. Fait que ça, c'est vraiment, je trouvais, c'est une quote vraiment intéressante aussi qu'il a dit Pascal Siakam. Oui, en effet. Puis Ouais, aussi, juste de ne pas oublier que Pascal Siakam, il a aussi fait partie de Basketball Without Borders. Ouais. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être inspirant de voir les gars passer par nos programmes de la NBA puis avoir justement cette exposure-là. Marie-Laurence, tu parles justement de basketball sans frontières. Pour les gens à la maison, peut-être, qui n'ont aucune espèce d'idée de ce que c'est ce programme-là, est-ce que tu seras en mesure de nous le résumer? Oui, ben Basketball Without Borders a commencé, ça fait environ 18 ans. Donc, c'est dans plusieurs différents pays. En ce moment, on fait des camps annuels dans chaque région, donc en Asie, en Amérique latine, en Afrique et en Europe. Et puis, ensuite, on a un camp global qui est tout le temps donc All-Star Weekend. Mais il y a beaucoup d'informations aussi en ligne, puis je peux aussi vous connecter avec mes collègues qui peuvent en parler plus. Bien, en fait, le plus important pour nous, c'est surtout parler de ton parcours à toi qui t'a amené jusqu'à travailler à la NBA. Donc, j'aimerais ça que tu nous dises. Moi, ça fait longtemps que je te connais parce que je te suivais à l'époque de Jet Set Basket. Mais Ça fait longtemps, donc, ça fait quand même quelques années, n'est-ce pas, 15 ans? Marie-Laurence? Puis, Ouais, j'aimerais ça peut-être que tu nous racontes un peu, justement, tu sais, toi, tu es parti du Québec, tu jouais à Momo, tu es parti, tu as joué dans la NCAA, puis là, tu es atterri dans la NBA. Peux-tu nous raconter un peu ce parcours que tu as eu la chance de vivre? Oui, ben en fait, moi, ce qui est un peu intéressant aussi, c'est le fait qu'à 14 ans, je suis partie de chez nous pour faire le CPEC. Oui. C'était dans Oui, le c'est temps vrai. comme les top joueurs, les top entre guillemets, là, des joueurs sélectionnés au Québec pour passer comme du temps dans une académie sport-études. Fait que ça, moi, ça me connecte beaucoup à nos jeunes aujourd'hui qui sont en train de faire ça. Mais ouais, fait qu'à 14 ans, je suis allée au CPEC, j'ai choisi d'aller à Momo pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été recrutée par Wagner College. J'ai fait mes 4 ans à Wagner. C'était pas facile du tout. C'est parce que justement, la pression, le choc culturel, c'est vraiment différent de passer du Québec à aller aux États-Unis, le niveau de jeu, les attentes. Puis moi, en fait, je savais qu'à partir de ma 2e, 3e année, je savais que je devais vraiment me concentrer sur ma carrière et de voir qu'est-ce que je veux faire dans le futur, autre que le basket. Et puis, même si le basket m'a amené vraiment beaucoup au niveau des connexions, au niveau de l'habilité de voyager, au niveau de pouvoir avoir une bourse d'études, je savais que je devais me découvrir un peu à l'extérieur du terrain. Fait qu'après, pendant que j'étais à Wagner College, j'ai commencé à faire des stages, puis de voyager comme à l'extérieur du basket. Et puis, je me suis vraiment impliquée dans ma communauté. J'ai appris l'espagnol. Et puis, j'ai pu avoir un stage ensuite à l'ONU en travaillant en événementiel dans Corporate Sustainability. Okay. Et puis, ensuite, après l'ONU, je devais comme quitter parce que quand tu es étudiant athlète aux États-Unis, tu as 1 an. Quand tu es étudiant international aux États-Unis, tu as 1 an où tu as un visa pour travailler. Et puis, après mon visa, j'ai décidé d'aller travailler au Sénégal parce que je parlais français, qu'il y avait des belles opportunités dans le développement durable. Donc, j'ai travaillé au Sénégal pendant 2 ans dans une organisation qui s'appelle MyAgro, qui travaille avec des producteurs agricoles. Et en même temps, je coachais le basket. C'est ça, en fait, qui m'a ramené à la NBA, c'est que je coachais le basket avec Seed Project. Et puis, la NBA, en fait, m'a découvert là-bas. C'est bien cool. Puis, j'aimerais ça peut-être que tu nous dises un peu, justement, là, présentement, là, tu es à l'intérieur de la NBA, puis tu disais à quel point ton expérience avec le CPEC te permet d'aider les jeunes qui sont là. Je sais que tu ne peux pas trop parler de ton rôle puis tous les secrets qu'il y a autour de NBA Without Borders, mais peut-être nous dire un peu comme, principalement, tes fonctions que tu occupes présentement avec eux autres qui te permet de prendre avantage de ton expérience comme joueuse? Oui, absolument. Ben moi, j'ai 2 grands rôles.
Donc, je suis chargée de tout ce qui est le développement de notre programme à l'extérieur du terrain. Donc, on a plusieurs académies autour du monde, des camps pour les jeunes femmes. On a aussi des camps, justement, comme Basketball Without Borders. Puis moi, je suis chargée de travailler et de trouver des personnes pour parler à nos jeunes. On embauche des psychologues sportifs qui sont sur le terrain avec nos jeunes. Donc, moi, je suis chargée de ça et le curriculum. Puis, évidemment, c'est clair parce que comme athlète, comme personne qui a vu aussi d'autres athlètes transitionner dans la vie, je trouve que c'est vraiment important pour nous. Puis, notre organisation, on trouve que c'est vraiment important de toujours penser à ça. C'est que comment est-ce que les jeunes vont se développer comme en tant que personne. Donc, c'est ça, en fait, ça fait partie de mon rôle. Mais l'autre chapeau que je porte, qui est assez différent, c'est la création du contenu. Et donc, ça, c'est justement d'embaucher les gens qui vont créer le contenu et les histoires qui vont sortir de l'académie. Puis, en fait, moi, c'était super nouveau quand j'ai commencé à travailler avec la NBA. Mais je trouve que c'est vraiment le fun. Ça me permet d'avoir une relation avec nos jeunes, puis de vraiment apprendre à les connaître, puis éventuellement, d'avoir un impact sur leur vie. Ouais, c'est cool. Ton parcours là, est vraiment fascinant. Ouais. C'est drôle parce qu'on parlait de Pascal Siakam, qu'on a découvert justement à Basketball Without Borders, entre autres. Un gars qui a joué à New Mexico State, qui était un bon joueur sans plus, mais c'est vraiment la preuve que tu joues au basket ou que tu veux travailler dans n'importe quoi, même si tu veux travailler dans la NBA, quand tu travailles, vraiment, c'est là que tu obtiens des opportunités et des emplois également. Tu sais, justement, je compare un peu ton parcours à celui de Siakam. C'est une personne qui sort, entre guillemets, un peu de nulle part et qui se retrouve quand même, à force de travailler, à travailler justement dans la NBA parce que des Québécois, actuellement, Marie-Laurence, qui travaillent dans la NBA, il n'y en a pas une tonne. Et même, peut-être que tu peux nous répondre, est-ce qu'il y en a d'autres à part toi? Ben, je sais qu'il y a des gens qui travaillent au niveau des équipes, dans les Raptors. Oui, exact. Ça, oui, mais dans les bureaux de la NBA, est-ce qu'il y a des Québécois même? Non, mais j'entends, il y a des noms québécois, puis je leur demande tout le temps, mais c'est des Américains avec des noms québécois. Des noms francophones. Ben, il y a Ray Lalonde, en fait. Ouais, Ray Lalonde travaillait, qui pendant travaillait longtemps, ouais. en NBA avant d'atterrir avec le Canadien de Montréal à l'époque. Fait qu'il y a Ray, mais effectivement, qu'il n'y en a pas des tonnes de Québécois. Donc, c'est vraiment cool pour toi. J'avais une autre question, mais là, on vient de bifurquer, puis je viens de l'échapper, en fait, cette question-là. Désolé, ça arrive, hein, on est en live, donc ouais, je te laisse la parole, Alex, si jamais... Non, mais Marie-Laurence, dans le fond, peut-être nous parler, tu sais, toi, tu étais joueuse, puis là, tu nous as parlé que tu avais commencé à préparer ton après-carrière, n'est-ce pas? Oui. Puis là, tu sais... tu sais, récemment, Kobe est décédé. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on mentionnait. C'est que Kobe, quand il s'est blessé, il a commencé à considérer ton après-carrière. Toi, tu l'as fait d'avance. Est-ce que tu as des conseils à donner peut-être aux jeunes athlètes, tu sais, pour qui on sait que c'est vraiment important, même si tu ne joues pas à un niveau NCAA ou NBA, quand tu arrêtes ta carrière d'athlète, ça peut être quelque chose qui peut être très difficile parce que tu perds une partie de ton identité, parce que tu n'as plus cet aspect-là qui prend comme 90% de ta tête et tes énergies. Donc, comment tu fais pour vraiment venir préparer ça comme il faut? Parce que je pense que tu l'as bien fait. Ouais, bien, honnêtement, c'est une question que je pourrais parler pendant des heures. Là. Ah ouais, hein? Fait que d'essayer d'en parler pendant 1 minute, ça va être un peu tough, mais en gros, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tant qu'athlète qui nous préparent pour l'avenir, puis qui peut nous aider en tant que au niveau performance, puis au niveau de tout ce qu'on fait en tant qu'athlète. Par exemple, même si il y a une journée, honnêtement, si tu commences à, exemple, méditation, des genres d'habitudes de vie qui sont bonnes pour notre vie en général, qui vont nous aider dans le futur, self-reflection, faire un journal, puis d'essayer de se poser des questions. Comment est-ce que j'étais aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien fait? Comment est-ce que j'ai traité la personne? Comment est-ce que j'ai posé ma question? De faire ce genre d'exercice-là en tant qu'athlète, c'est des choses qui vont nous servir dans le futur. Mais aussi, même au niveau des intérêts de vie, comme si tu as un intérêt dans la création de contenu ou un intérêt dans la littérature ou quoi que ce soit dans la biologie, c'est quelque chose que, même si tu poursuis ça pendant que tu es joueur de basket, ça peut t'aider, ça t'aide à être plus créatif même sur le terrain. Ça t'ouvre comme un portail dans ton cerveau qui te permet aussi de justement soit avoir un petit break mental, puis que ça t'aide, mais aussi avoir une autre vision des choses, avoir une autre opinion, un autre point de vue.
Fait que moi, je pense que c'est vraiment difficile des fois au niveau, surtout que nos athlètes, ils ont en général, en tant qu'athlète, on a tellement un schedule rempli. C'est difficile de faire le temps, mais des fois, de prendre le temps, c'est même la même chose. C'est même mieux pour ta performance de basket. C'est d'excellents conseils. On va s'assurer de les partager. Puis peut-être, dernière question, les jeunes qui ont des décisions à prendre par rapport à où ils s'en vont dans leur futur. Est-ce qu'ils restent au Québec dans le collégial? Est-ce qu'ils s'en vont universitaire au Québec? Est-ce qu'ils s'en vont dans un programme comme du AAU? Est-ce qu'ils s'en vont avec un programme comme celui de NBA Academy? Ce serait quoi tes conseils pour toi, pour ces jeunes joueurs-là? Wow! C'est parce que dans ton parcours, tu as touché un peu à tout ça. Hein? Tu as fait le CPEC, comme tu disais, tu as joué au collégial, tu as joué NCAA. Fait que tu as quand même de l'expérience qui peut être bénéfique pour les kids. Oui, je suis d'accord que j'ai cette expérience-là, mais en même temps, le contexte a vraiment changé au Québec. Ouais. Puis je suis plus autant aware. Je suis plus autant... Comment on dit ça? Au courant de comment ça se passe. Au courant des options pour les jeunes Québécois. Mais ce que je dirais comme conseil, c'est de vraiment réfléchir à c'est qui les personnes autour de moi qui sont là pour moi puis qui ont mon meilleur intérêt, puis de leur poser des questions, puis de s'informer le plus possible par rapport aux options qui sont disponibles. Évidemment, dans ce monde-ci, le basket, il y a des gens qui n'ont pas forcément les meilleurs intérêts à cœur pour les jeunes. Fait que moi, qu'est-ce que je dirais aux jeunes, c'est vraiment de se rappeler qu'est-ce que tu veux, de faire tes recherches, puis de t'entourer de personnes qui t'aiment puis qui ont toujours été là pour toi. Parce que ça, c'est vraiment important. Puis de poser des bonnes questions. De ne pas avoir peur de poser des questions non plus. Oui. Très, très bon conseil. Tout à fait. Marie-Laurence Archambault, merci encore infiniment pour ton temps. On sait que tu es une femme très occupée. Merci donc d'avoir pris ces quelques minutes avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Ciao. Ouais, bon week-end. Bye. Bon week-end. Vraiment un parcours exceptionnel que celui de Marie-Laurence Archambault. Ouais. Comme on dit, une des rares, sinon la seule Québécoise actuellement qui travaille dans la NBA. Donc, franchement, là, une belle famille de basket que la famille Archambault. Ouais. On a eu la chance de parler à William plus tôt dans ce balado. Si on revenait également en terminant, parce que cette semaine, pour la première fois, on va faire 2 podcasts. Un de peut-être 45 minutes. Et par la suite, on va faire une espèce de Minnesota, donc un petit 15 minutes qui sera consacré à Lugansdorf. Donc, pour terminer peut-être ce premier balado, on peut revenir justement sur le match des étoiles, mais peut-être sur ce qui a entouré le match des étoiles. Pour moi, là, honnêtement, c'est le meilleur spectacle. Et je parle du package, entre guillemets. Simplement, si on commence avec le match de dimanche, l'intro. Le montage avec avec plusieurs athlètes, chanteurs, acteurs qui viennent de la région de Chicago. MJ. Michael Jordan, ton idole, qui était là, qui nous expliquait devant une espèce de grosse maquette de la ville de Chicago, qu'est-ce qu'ils aimaient de la ville de Chicago. Écoute, on a quand même réussi à avoir Barack Obama, ce qui est un très gros coup quand même. Ça, pour moi, ça a été formidable. Et ensuite, espèce de pièce de théâtre, entre guillemets, là, avec Common. Common, oui, on le connaît comme rapper, on le connaît comme acteur. Et c'est drôle parce qu'on en discutait un peu sur Twitter. Common, pour moi, là, c'est I Used to Love Her. Puis ça, c'est 1994. J'avais 10 ans. Et tu vois à quel point Common a évolué. C'est un rappeur qui a toujours eu des textes exceptionnels, de très bons textes, du moins pour la plupart. Et il l'a prouvé à quel point c'était un maître de cérémonie hors pair. Honnêtement, il ne s'est pas trompé. Il s'est enfargé là, sur un mot à l'avant-dernière phrase. Et le reste, là, ça a été parfait. Il a présenté les joueurs avec des rimes. Chaque fois, pour moi, Common a été exceptionnel. Et simplement de regarder cette intro-là, et au complet, ça dure peut-être 20 minutes en tout, avec le truc là, sur Chicago. Et comme je disais sur Twitter, si t'as pas de frisson, là, honnêtement, je pense que t'es mort. En dedans. T'es mort en dedans. Pour moi, c'était formidable. Ça, c'était un élément vraiment intéressant. Le show de Chance the Rapper à la mi-temps, c'était très bon. Un petit clin d'œil à Kanye West. Les deux, on aurait aimé voir Kanye West faire un petit feature surprise, peut-être. Ça n'a peut-être pas fonctionné. Peut-être on manquait de budget ou peut-être Kanye, vu qu'il est devenu... Parce que Kanye était là, hein? Oui, Kanye était là, mais peut-être vu qu'il est devenu un fils de Dieu, il rappe peut-être plus à la NBA. Je sais pas. Enfin bref, ça aurait été
été cool. Mais moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est tout le broadcast de NBA on TNT. On sait, ils font de la job merveilleuse à tous les matchs, mais là, il y avait plein d'éléments extra. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir l'hommage de Dr. Dre à Kobe Bryant. C'était comme un montage explosif avec des beats faits par Dr. Dre. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur la chaîne YouTube de NBA on TNT. Il y avait ça qui était bon. Il y avait le roast de NBA on TNT. Puis il y avait aussi la bande-annonce du documentaire qu'il va y avoir sur Inside the NBA, là, le show avec nos préférés, Shaq, Charles. Donc vraiment tout l'enrobage. Fait que non seulement le show sur le parquet en tant que tel, mais tout l'enrobage autour là, était complètement incroyable. Puis le reportage pour le concours de dunk de 88 en entrevue avec un petit storytelling avec Dominic Wilkins qui était aussi écœurant, qui est aussi sur la chaîne de NBA on TNT. Je vous invite à aller voir ça. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ça, c'est tout du contenu là, de qualité. Et moi, ce que j'aime Puis parlant de contenu de qualité, là, Alex, vas-y. À RDS aussi, on a fait de l'excellent contenu de qualité à l'entour du match des étoiles. On avait eu la chance de recevoir Lugansdort qui était ici. Donc, on a fait une belle entrevue de fond. Lugansdort, qui est notre Montréalais qui performe super bien dans la NBA. Partant dans la NBA. Juste comme ça. Là, ben, il est passé de la pas joueur de banc, là. Il est partant dans la NBA. Il est passé de la G-League à joueur partant dans la NBA. Fait qu'il nous a raconté son histoire en entrevue ici à RDS. Et ça sera le sujet de notre épisode spécial de la balado que vous allez pouvoir suivre sur le fil de la balado du centre-ville. Et moi, ce que j'aime justement, c'est nos enregistreurs numériques. C'est parfait parce que on pouvait regarder le match à RDS et par la suite, en tout cas, moi, je l'ai fait. Je suis peut-être fou, hein, ça se pourrait. Mais je l'ai regardé par la suite à TNT, justement, en anglais, donc j'ai pu vraiment voir les deux façons de travailler. Il y a une chose pour moi que j'ai pas aimé. Je l'ai dit sur Twitter et félicitations à notre cher Mathieu Jolivet qui était à la description avec Will et Peter. Je comprends qu'on a voulu rendre hommage à Gigi et à Kobe Bryant. Donc, il y a une équipe qui avait les chandails numéro 2, les autres avaient les chandails numéro 24. Je parle pas pour moi, je parle pas pour toi, ni pour ceux qui suivent la NBA tous les jours. Mais pour le partisan qui regarde un match par année, et qui n'a aucune idée de qui est ce numéro 24-là par rapport à l'autre numéro 24, par rapport à l'autre. Honnêtement, il y a simplement Kawhi avec son numéro 2, il y avait son numéro. Parfait. Mais les autres, là, si tu avais une petite télévision, de loin, tu n'es pas certain de qui est qui. Donc, je comprends qu'on ait voulu faire ça. Est-ce qu'on aurait dû mettre peut-être juste une petite patch, ou une grosse patch? Ou le 2 en avant, puis le vrai numéro en arrière. Exact. Parce que oui, il y a le nom. Mais le nom à la télévision, si tu es sur une télévision 20 pouces là, et que tu es le moindrement loin avec ton divan, là, quand même assez difficile de voir quel joueur était quel joueur. Et encore une fois, je ne parle pas pour nous, je parle pas pour les grands fans de basket qui nous écoutent ou qui nous regardent, mais pour ma mère, pour mon père qui regardent quelques matchs, oui, mais qui ne connaissent peut-être pas chaque joueur. C'est quand même plus difficile. En terminant, évidemment, qui dit match des étoiles dit c'est le moment parfait pour lancer de nouvelles chaussures. Et il y a Bleacher Report, et pour moi, qui est un fan justement de chaussures et de sneakers, il y avait une caméra 360 degrés installée par Bleacher Report pour Bleacher Report Kicks, donc BR Kicks. Et c'était justement une caméra à 360 degrés et on ne voyait que les souliers des joueurs. Et pour moi, écoute, c'était là, j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons, mais les bonbons coûtent cher. Ben, c'est ça que je l'ai dit. T'as-tu vu les Air Jordan Dior? Les Air Dior? Tabarnouche. Ça coûte cher. Et il va falloir faire plusieurs balados si on veut réussir à s'en payer. Et par s'en payer, je veux dire un soulier chacun peut-être. On pourrait faire ça. On pourrait l'accrocher. L'encadrer. Ou je porte le droit pendant une semaine, tu portes le gauche. Après ça, on échange. Non, tu portes pas ça. Déjà, nos souliers à 300$, on les porte déjà pas. On les porte déjà pas. Imagine-toi des souliers, je sais pas combien ça peut valoir, là, surtout en marché de revente. Là. Ouais. Et donc, c'est ce qui conclut notre premier épisode du balado du Centre-Ville. Il y en aura un deuxième entièrement consacré à Lugansdort
qui va suivre. Le temps de vous rappeler notre prochain rendez-vous dimanche sur les ondes de RDS2, les Raptors qui affronteront les Pacers, parce qu'on sait, là, les Raptors s'accrochent au deuxième rang, sont à 6 matchs et demi. Oui, malheureusement, ils ont perdu contre les Nets tout juste avant la pause du match des Étoiles. Donc, 6 matchs et demi des Bucks de Milwaukee. Ils ont le 11e calendrier le plus difficile d'ici la fin de la saison et on devrait avoir une équipe qui est en santé. Ce n'est pas le cas présentement. Marc Gasol va encore rater plusieurs matchs. Il y a beaucoup de blessures, honnêtement. Norm Powell, malheureusement, qui s'est blessé, il allait tellement bien pourtant. Mais tout ce qu'il faut, là, c'est terminer deuxième et s'arranger pour être en santé lors des matchs éliminatoires. Oui, parce que si on termine deuxième, ben, on n'a pas besoin d'affronter Giannis et sa troupe. Avant la finale de l'Est. Si les Raptors se rendent là et si les Bucks de Milwaukee, évidemment, se rendent là. Donc, voici ce qui complète notre édition écourtée, entre guillemets. On a presque fait 50 minutes du balado du centre-ville. Et dans quelques instants, ben, vous allez pouvoir cliquer sur le prochain épisode qui, comme je le mentionnais, sera entièrement consacré à Lugansdorf. Pour notre part, on se retrouve au mois de mars. Et au mois de mars, j'ai aucune idée de la date. Donc, laissez-moi regarder ça 4 secondes. Donc, le vendredi 6 mars prochain, 4 jours après mon anniversaire. Hein? On fêtait ça. Je m'attends à un cadeau. OK. Peut-être un soulier d'hier. Qui sait? À la prochaine. Ciao.